Bienvenue dans ce module de gestion des données et des valeurs aberrantes. Alors pour commencer, on va faire un petit constat. Ici, c'est une représentation visuelle basée un questionnaire où en fait on demandait aux data scientists de dire qu'est-ce qu'ils font le plus dans leur temps au travail. Et qu'on avait par exemple construire des modèles, nettoyer, organiser les données, collecter des données, puis toutes sortes de choses. Puis finalement, ce qui ressort le plus, comme vous voyez, c'est ce qui est en vert clair ici. Et ce qui est en vert clair ici, ça correspond exactement à la partie Cleaning and Organizing Data. Et ça, c'est la partie qui représentait le plus 60% du travail, donc plus de la moitié du travail, c'était exactement ça. Et puis en effet, ça c'est vraiment la réalité. Dans le milieu du travail, quand vous êtes data scientist, donc vous travaillez avec des données, des modèles, ben, je veux dire, vous passez une grande partie de votre temps à cela. Alors, pourquoi il faut penser à nettoyer les données? Ben, des fois, ça arrive que beaucoup de données, elles sont entrées manuellement. Donc, dès que des données sont entrées manuellement, automatiquement, ça vient avec son lot de problèmes, c'est-à-dire que des données peuvent être mal encodées. Aussi, on a vraiment besoin de données fiables. Ça, c'est un problème d'intégrité des données. On a besoin de pouvoir faire confiance à nos données et de savoir qu'on peut tirer des conclusions viables avec. Des données incohérentes ou incorrectes, ben, ça peut conduire dans le fond à de fausses conclusions, de mauvaises prises de décision, puis aussi beaucoup de pertes d'argent pour des compagnies. Par exemple, le gouvernement, quand il veut investir après le recensement, ben, il a besoin d'avoir une idée vraiment très fiable des données. Je ne veux pas aller investir dans un programme, par exemple, pour les sans-abri dans une région, si finalement j'en ai aucun sans-abri. Donc, il faut que je puisse avoir une confiance dans mes données. Et enfin, une étude a été menée qui dit que les erreurs dans les données coûtent aux entreprises l'équivalent de 10 à 20% de leur chiffre d'affaires. Alors, on va voir justement les différents types d'erreurs qu'on peut retrouver dans une base de données. Premier type d'erreur ici, c'est les erreurs dites de type lexical. Fait que ces erreurs-là de type lexical, c'est quand le format de la donnée est différent. Par exemple, ici, on le voit quand même bien, ici j'ai des notes, donc mes notes, ça commence 80%, 95%, et ici, hop, un C+. C+, n'est pas sur le même format. Vous voyez bien que le format est différent. D'accord? Donc ça, c'est une erreur lexicale. Maintenant, une erreur de formatage. Donc là, une erreur de formatage, c'est quand on ne respecte pas le modèle donné, mais par exemple pour du texte. Regardez ici, j'ai les étudiants, j'ai Paul Kuba. Kuba, son nom de famille est écrit en majuscule. Ici, j'ai Julie Smith, Julie, virgule Smith, donc le nom de famille. Et ici, j'ai Monsieur Bob Polo. Donc, vous voyez, j'ai trois façons différentes d'écrire un nom, prénom. Ça, c'est ce qu'on voit très souvent, là. Des erreurs de formatage, souvent, quand c'est écrit manuellement, s'il n'y a pas de procédure claire dans l'encodage des données, on va voir ça assez souvent. Les erreurs d'irrégularité maintenant. Ça, c'est quand on a une représentation différente de la suite logique. Encore une fois, je reprends 80%, 95%, puis là 0,85. C'est quand même, ça se ressemble. C'est moins pire que tantôt on avait C+, à la place de là, donc l'erreur lexicale. Mais ça reste que là, c'est une mauvaise représentation. Donc, j'utilise pas la même unité. En haut, je mets ça en pourcentage. En bas, je le laisse avec un point. Les doublons aussi, les doublons, ça c'est un type d'erreur qu'on peut avoir. Fait qu'un doublon, c'est quand j'ai deux fois la même ligne. Fait que deux fois la même ligne, ça c'est un problème. Donc deux fois la même observation. Ça c'est un problème. En effet, c'est un type d'erreur dans une base de données. Il faut toujours s'assurer que c'est un vrai doublon. Donc il faut poser des questions de est-ce que c'est vraiment un doublon ou non. Alors, les autres types d'erreurs qu'on peut avoir, on peut avoir les erreurs sémantiques, par exemple. Donc les erreurs sémantiques, c'est quand c'est contraire. Par exemple, l'âge, ça doit être plus grand que zéro. J'ai pas vraiment le choix. Si j'ai un âge négatif, ben ça marche pas. Je peux avoir contradictoire aussi, une erreur sémantique de type contradictoire. Donc ça, c'est que par exemple, quand l'âge, ça correspond pas à la date de naissance. D'accord? Si on a la date de naissance dans une colonne, puis l'âge dans l'autre, si on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ça se peut que la personne, quand elle a rempli l'âge, elle se soit trompée. Donc c'est une erreur sémantique contradictoire. Des données invalides, ça c'est quand c'est non détectable facilement et que ça dépend du domaine spécifique. Dans le fond, c'est ce qu'on va appeler des valeurs aberrantes. On va les voir plus en détail tout à l'heure. Et enfin, les erreurs qu'on appelle de couverture. Donc les erreurs de couverture, ça c'est quand c'est des données manquantes. Donc quand il manque une donnée, on dit qu'on a une erreur de couverture, on n'a pas couvert cette donnée-là. Tout ensemble, ici, on voit un exemple complet d'un tableau où on pourrait se poser, ben, c'est quoi on pourrait se poser la question, pardon, de c'est quoi les problèmes ici qu'on a dans
dans notre base de données. Alors, première chose, on voit tout de suite que étudiant ici, ça c'est pas au même format. Vous le voyez, fait que format différent. Ok, on voit ici par exemple, j'ai juste Paul. Ici j'ai Sylvain, mais là j'ai Julie B. Point. Fait que B. Point, j'imagine que c'est son nom de famille. Puis j'ai Peter Prendle qui est écrit en entier nom prénom. Fait qu'ici j'ai clairement une différence. Ensuite, par rapport à l'âge. Donc là, par rapport à l'âge, j'ai 21, 132, 23, rien 27. Donc là, clairement, 132, on se pose la question, c'est-tu vraiment une vraie donnée, ça? Ou est-ce que c'est une donnée aberrante? Fait que ça, il faudrait vraiment aller se poser la question. Est-ce que ça se peut, 132 ans? Peut-être, mais c'est quand même un peu atypique. Je vois que mes zones de données sont autour de 20, 25 ans. Je me pose des questions. Ici, j'ai une donnée manquante, on le voit bien ici, elle est manquante. Ça, vous vous rappelez, c'est un problème de couverture. Ensuite de ça, le sexe. Donc quand je regarde sexe, je vois homme, femme, femme, homme, homme. Bon, ça a l'air de fitter. Fait que là, ça a l'air de marcher. J'ai pas l'air d'avoir d'erreur, mais si je regarde un petit peu plus près, je vois Julie B, sexe femme. Alors ça se peut, mais je pourrais quand même aller vérifier. Est-ce que peut-être il n'y aurait pas une contradiction ici? Quand je regarde femme ici avec le prénom Julie, est-ce que peut-être ça m'amène pas quand même une contradiction? Fait que je pourrais aller me poser la question. Maintenant, la note ici, donc la note, j'ai des notes 80%, 35%, 68%, 104%. 104%, il faudrait se poser la question, là encore une fois. Je veux dire, clairement, 104%, c'est quand même bizarre. Ça se peut qu'il y ait eu des points supplémentaires à l'examen, mais on se poserait la question. Puis là, bien sûr, là, ça ne marche pas, à moins, on voit tout de suite que c'est pas le bon format. Et à la fin, ben, j'ai des données ici, 1,70, 1,76, 83. Ça a l'air de ressembler à des tailles, peut-être, hein. Ça se pourrait-tu, des tailles, par exemple, à mètre, hein. Peut-être. Par contre, c'est quoi ici? J'ai rien. Ici, j'ai pas le nom de la variable. Fait que ça marche pas, bien évidemment. J'ai besoin du nom de la variable. Si vous n'avez pas le nom de la variable ou que vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle représente, ça ne fonctionne pas. Fait que voici un exemple un peu bateau de comment détecter des erreurs dans une base de données. Le processus de nettoyage, comment ça fonctionne? Fait qu'étape numéro 1, on va identifier les données essentielles. Étape numéro 2, on va aller les collecter, ces données-là. Étape numéro 3, on les nettoie. Étape numéro 4, on résout les valeurs vides, donc les valeurs manquantes. Étape 5, on standardise ce processus. Parce que si jamais on a besoin d'aller faire la même chose, donc recollecter ces données-là, ben, on veut avoir un processus qui est similaire. Et l'étape numéro 6, ben, on va examiner, adapter et répéter ce processus-là aussi longtemps qu'on en a besoin. Puis finalement, une étape très primordiale dans le processus de nettoyage de données, c'est qu'il faut discuter avec les bonnes personnes. Ça, c'est extrêmement important. Discuter avec les bonnes personnes. Parce que dans le fond, très souvent, ce qui va se passer, c'est que vous n'êtes pas les propriétaires des données et vous n'êtes pas les experts de ces données-là. Donc, vous pouvez avoir des a priori ou des façons de penser sur ces données-là qui sont erronées. Donc, il faut vraiment que vous discutiez avec les personnes qui ont, euh, qui ont produit ces données ou qui les connaissent, tout du moins. Et ça va pouvoir vous aider à prendre des bonnes décisions éclairées dans votre processus de nettoyage. Les données aberrantes maintenant. Donc, on va commencer par une définition. Une donnée aberrante, c'est une valeur qui est distante des autres valeurs de la même variable. Elle ne suit pas la tendance normale des valeurs. Donc, dans le fond, c'est vraiment quand on a quelque chose de atypique. Une donnée aberrante, ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être dû, par exemple, à la variabilité dans les mesures. Ça peut être dû aussi à une erreur, clairement. Une erreur d'encodage ou expérimentale. Des fois, quand vous mesurez quelque chose avec un appareil, il peut y avoir une erreur dans l'appareil, une erreur de lecture, et vous n'obtenez pas la bonne chose. Ou d'encodage, tout simplement. Ça se peut que la personne qui encode la donnée, ben, elle se trompe d'un chiffre. Si jamais vous faisiez une analyse statistique naïve là, sur des données comme ça qui contiennent des données aberrantes, ben, ça peut clairement induire des erreurs. Bien évidemment, la moyenne, par exemple, va être grandement influencée par une donnée aberrante. Donc, si vous ne faites pas attention, puis que vous foncez tête baissée à calculer une moyenne, ça va vous causer du trouble. Puis la définition, elle est subjective. Il faut faire attention. Il existe beaucoup de façons, de techniques pour identifier les données aberrantes. Et c'est ça, il faut faire attention. Nous, on va vraiment voir ça d'un point de vue statistique et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Par exemple, il faut faire attention aussi au contexte. Par exemple, une taille de 2 mètres dans un échantillon d'enfants, ça va être atypique. Par contre, une taille de 2 mètres dans un échantillon de basketteurs, ça sera beaucoup moins atypique. Fait qu'il faut quand même faire attention à, quand on parle d'aberrance, c'est par rapport à quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est par rapport à une variable ou un ensemble de données dans lequel je suis.
Justement, ici, je vous ai mis donc deux références. Vous irez prendre le temps de les regarder, qui sont très intéressantes. Référence numéro 1 et numéro 2. Dans ces deux références, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Vraiment, ils vont collecter l'ensemble des façons de définir des données aberrantes. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est quand même assez, je dirais même effrayant, c'est qu'ils ont trouvé 14 définitions de c'est quoi une donnée aberrante. Ils ont trouvé 39 techniques de détection de données aberrantes et 20 façons de traiter des données aberrantes. Alors, bien évidemment, on ne va pas se rendre à toutes ces combinaisons-là. Nous, on va avoir quelques techniques là pour détecter les données aberrantes, puis la façon de les traiter. La définition, on va garder la plus simple, celle qui, d'un point de vue statistique, est que une donnée aberrante est une donnée qui ne suit pas, dans le fond, le reste des valeurs. Alors, une des façons les plus simples, donc ça c'est vraiment très très simple ici, donc la plus simple, la plus simple, donc la plus simple des façons de détecter les données aberrantes, c'est avec les statistiques descriptives. Déjà, min et max, pour commencer, le min et le max, ça peut vous permettre de détecter rapidement des données aberrantes. Vous allez voir avec le min et le max selon les valeurs que ça a. Puis sinon, ce qu'on peut suspecter, on peut dire que on suspecte que des données sont aberrantes si elles ne sont pas incluses dans l'intervalle suivant. Donc quand vous calculez cet intervalle-là, donc si vous regardez, c'est Q1 moins 1,5 fois l'IQR, puis Q3 plus 1,5 fois l'IQR. Donc dans cet intervalle-là, on se dit que normalement, toutes les données devraient être là-dedans. Si vous avez des données qui ne sont pas là-dedans, vous pouvez les suspecter comme être des données aberrantes. Une autre façon de détecter aussi, c'est avec le taux d'erreur ou la normalité. Je vous rappelle ici à quoi ressemble une normale. Donc vous avez ici une belle cloche de la normale centrée sur la moyenne. Ici j'ai plus 1, moins 1 écart type, moins 2 plus 2 écart type, moins 3 plus 3 écart type. Puis on sait qu'avec une normale, par exemple, j'ai 95% des données qui sont à 2 écarts types de la moyenne. Puis j'ai 99,7% des données qui sont situées à 3 écarts types autour de la moyenne. Donc par exemple, si n est égal à 1000, donc si j'ai une taille de 1000 dans mon échantillon, 5 données qui seraient au-delà de l'écart type, c'est normal. On peut considérer ça comme normal. Si vous calculez 3, ici dans le fond, si vous calculez 5 divisé par 1000, au-delà de 3 écarts types, vous allez arriver à peu près à 0,03%. Donc ça marche. Ok, ça fonctionne. Donc c'est normal. Par contre, 3, pardon, Par contre, 3 données parmi 100, si vous aurez juste 100, ben là, ça ne l'est pas. 3 sur 100, ça fait ici 3%. Donc là, 3%, ce n'est pas normal parce que je devrais être autour de 99,7%. Donc ça, c'est une autre façon de détecter les données aberrantes. Alors, on va faire un petit rappel sur les tests d'hypothèse. Un test d'hypothèse, c'est quoi? C'est une procédure de décision entre deux hypothèses. On a toujours H0, ça c'est l'hypothèse nulle, H1 ou HA, ça c'est l'hypothèse alternative. Puis dans le fond, ben, on va avoir un échantillon, plus si on respecte certaines conditions. Ça va nous donner une p-value ou valeur P. Donc je vous rappelle la p-value ou la valeur P. Ça, c'est une valeur, c'est une probabilité, c'est un nombre entre 0 et 1 qui va nous permettre de décider à savoir est-ce qu'on préfère rejeter H0 ou rejeter H1. Donc, si la p-value, de manière générale, si la p-value est plus petite que 0,05, alors on va rejeter H0, qui est l'hypothèse nulle. Bien évidemment, ça dépend du test. Donc là, c'est juste un petit rappel générique. On va appliquer ça justement avec des tests. Le premier test qu'on va faire, c'est le test qu'on appelle de Grubbs. Ce test-là, il va vous permettre de détecter statistiquement est-ce que le minimum ou le maximum d'une série de données est une valeur aberrante. Dans ce cas-ci, H0, ça va être la plus grande ou petite, dépendamment lequel vous choisissez. Par exemple, la plus grande valeur n'est pas un outlier. H1, l'hypothèse alternative, c'est l'inverse. Donc, la plus grande valeur est un outlier, c'est une valeur aberrante. Donc, quand vous allez faire le test de Grubbs, il va vous donner une p-value. Si la p-value est plus grande que 0,05, alors vous allez pouvoir dire que la plus grande valeur n'est pas un outlier. Par contre, si c'est plus petit que 0,05, ben là, vous allez pouvoir dire que ça l'est. Donc, le test de Grubbs, vraiment très très pratique pour décider statistiquement est-ce qu'une valeur aberrante est oui ou non une valeur aberrante, mais c'est seulement le maximum ou le minimum.
Le test de Rosner lui permet d'aller un petit peu plus loin, c'est qu'il permet d'aller détecter des outliers, mais il permet d'aller en détecter plusieurs. Fait qu'on peut proposer K outlier. Fait qu'on lui donne K, vraiment, donc dans votre, vous imaginez ici votre base de données, donc vous avez une base de données ici, vous allez lui dire, essayez-moi celui-là, 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 fait que vous lui dites lesquels vous essayez, et lui va les tester. H0, est-ce que aucune de ces données-là est aberrante? Contre H1, c'est que au moins une des données est aberrante. Fait que si jamais c'est que au moins une des données est aberrante, ben là, vous savez qu'il y en a au moins une là-dedans qui l'est. Vous ne savez pas c'est laquelle, par exemple. D'accord? Fait que ça, c'est juste qu'il faut faire attention. Vous savez qu'il y en a au moins une. Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire, vous pouvez commencer la procédure en disant, je vais vérifier est-ce que mes données sont toutes dans l'intervalle, Q1 moins 1,5 fois l'IQR, Q3 plus 1,5 fois l'IQR. Toutes celles qui ne sont pas là-dedans, ben vous pourriez aller vérifier avec le test de Rosner, est-ce que oui ou non, ce sont des valeurs aberrantes. On a aussi des tests multivariés. Alors, tests multivariés, pourquoi? C'est parce que, dans le fond, les tests que je vous ai montrés ici, c'est univarié, donc c'est variable par variable. Donc ça se pourrait que pour une variable, j'ai une donnée aberrante, mais que pour l'autre variable, pour la même observation, ce ne soit pas une valeur aberrante. Donc l'avantage d'un test multivarié, c'est que lui va aller voir pour l'ensemble de mes variables, est-ce que j'ai une observation qui est aberrante? Alors, comment ça va marcher ce test-là multivarié? C'est qu'il va aller calculer ce qu'on appelle la distance de Mahalanobis. Alors, la distance de Mahalanobis, c'est quelque chose de quand même utilisé. On va revoir ça plusieurs fois dans les modules, par exemple en analyse en correspondance multiple. Cette distance-là, elle mesure la distance entre toutes les observations, donc tous vos points dans vos données. Elle mesure cette distance-là, mais elle tient compte de la corrélation et de la variabilité. C'est ça qui est intéressant ici. Elle tient compte de la corrélation et de la variabilité. Donc, si on mesure, si on note MD la distance, en fait, on va aller rejeter toutes les, euh, toutes les variables ici. Donc, dès que la distance MD va être plus grande qu'une certaine quantité, qui est liée à un quantile de la loi du Qui2. Donc ici, c'est un quantile de la loi du Qui2. Ben, on va dire que que c'est une donnée aberrante. Vous voyez un exemple de graphique ici, c'est vraiment un exemple. J'ai sample number, donc ça c'est mon numéro d'observation. Ici j'ai la distance. Donc là, si je prends un point ici, par exemple ça, ici, mettons que ça c'est la distance on est à peu près à 21, je dirais, 21e observation par rapport à tous les autres. Donc ça calcule la distance par rapport à tous les autres. Et donc tout ce qui va être au-delà de la ligne rouge, vous voyez, j'ai une belle ligne rouge ici. Cette ligne rouge-là, elle correspond exactement à mon cutoff. Donc, tous les points qui vont être au-dessus de la ligne rouge, on va dire que ça va être des données aberrantes. Donc ici, aberrantes. Fait que voilà pour le test multivarié qu'on va être capable de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire des données aberrantes? C'est bien beau, là, on a des manières maintenant de le détecter, des faciles, des moins faciles, on a même des tests statistiques qui nous permettent de faire ça. Mais c'est quoi nos options? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, plusieurs options s'offrent à nous. Même si on a des données aberrantes, ben, on pourrait les garder puis faire ce qu'on appelle de l'estimation robuste. De l'estimation robuste, ben, c'est faire la même chose qu'on ferait d'habitude, sauf qu'on va utiliser des techniques dites robustes qui tiennent compte des valeurs aberrantes. Deuxième option, c'est des transformations. Des fois, faire des transformations de données, ça permet de se débarrasser des données aberrantes. Troisième option, on peut les exclure complètement, on peut les enlever. Quatrième option, on peut les conserver. On sait qu'elles sont là, elles sont aberrantes, mais ça fait partie de nos données. Elles sont, oui, aberrantes statistiquement, mais elles sont là, elles font partie de notre variabilité naturelle, fait qu'on les garde. Et dernière option, c'est l'imputation. Donc l'imputation, c'est qu'on va venir en fait remplacer ces données aberrantes-là par d'autres données en les générant. Pour l'estimation robuste, on va en voir quelques-unes, mais la plus simple, c'est tout simplement de dire, par exemple, si je veux estimer ma position. Donc la position, vous vous rappelez, c'est par exemple la médiane ou la moyenne. Si j'ai une série de données ici, donc 10, 15, 20, 25, 30, je peux calculer ma médiane 20, ma moyenne 20. Bon, ça va. Mais maintenant, imaginons que j'ai la même série de données, mais que j'ai une donnée aberrante qui se soit inclue. J'ai 300 ici. Donc, vous voyez, le 300, en fait, c'est juste que c'est comme si j'avais une erreur là, un zéro en plus. Bon. Mettons que je fais mon analyse, clairement, il me dit, je fais un test,
puis statistique, puis il me dit oui, oui, c'est bien une donnée aberrante, mais je veux quand même la garder et utiliser une méthode robuste. Mais là, la méthode robuste, c'est de dire, attends un peu, je ne vais pas aller calculer ma moyenne. Ce que je vais faire, c'est utiliser la médiane. Parce que la moyenne, elle va être beaucoup plus grande que 30, alors que ma médiane, elle va être toujours égale à 20. Fait que là, dans ce cas-là, je vais utiliser une mesure robuste de la localisation. Donc ça ici, ça c'est une mesure robuste de la position. Donc c'est une mesure robuste de la position, donc c'est clairement celle-là utilisée dans le cas de données aberrantes. Transformation, ça aussi ça aide beaucoup. Regardez ici en haut un graphique, j'ai la population en fonction de l'ère du pays. Je vois que j'ai des données, puis j'ai l'air d'avoir des données aberrantes. Regardez ici, là, ça, je veux dire, elles sont complètement éloignées, ça n'a pas de bon sens versus tout le montant de points, on le voit, il est vraiment amassé ici. Donc on se dit, j'ai l'air d'avoir des données aberrantes. Ce que je peux faire, regardez, je fais juste ici transformer, je transforme en log 10 chacune de mes variables, et regardez qu'est-ce qui se passe. Je me retrouve avec un beau nuage de points, puis je ne semble pas avoir de données aberrantes. Fait que très souvent, l'étape de transformation permet de faire ça. Les transformations habituelles, ben, c'est souvent le log qu'on va utiliser. Vous allez voir, ça marche quand même assez souvent. Surtout avec des données comme de l'argent, ça marche très souvent. Des airs. Donc, toutes des variables en fait qui peuvent prendre des grands chiffres, mais ça va permettre de standardiser. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, est-ce qu'on les garde ou on les enlève, les données aberrantes? Ben ça dépend de beaucoup de choses. Je vous amène ici vraiment à la réflexion. Dans le fond, le domaine ou le contexte de vos analyses et la question de recherche, ça va amener à vous poser la question, est-ce que vous allez les garder ou les enlever? Dans certains domaines, ben, c'est courant de les supprimer. On ne se pose même pas la question, on les supprime. Puis c'est comme ça. Des fois, ça peut être un processus défectueux, une machine qui ne marche pas bien, on le sait. Dans d'autres domaines, ben, les valeurs aberrantes, elles sont conservées parce que c'est de l'information précieuse, c'est des choses qui arrivent, des choses qui peuvent arriver. Par exemple, la météorologie, des choses aberrantes, ça arrive, mais on veut les garder parce que ça nous intéresse. Donc, il faut faire attention. Ensuite de ça, une fois qu'on les a gardés, bon, mais c'est bien beau, mais il faut juste adapter. Dans le fond, c'est pas plus compliqué. C'est correct de garder des données aberrantes, c'est juste qu'il faut adapter nos méthodes statistiques aux données aberrantes. Puis ici, ben, c'est un peu la même chose qu'on dit, c'est de dire, bon, mais c'est ça aussi, c'est que d'avoir une donnée aberrante, c'est une chose, mais on pourrait regarder c'est quoi la distance entre ces valeurs aberrantes et les autres observations. Parce que des fois, tu te rends compte que potentiellement, même si elles sont éloignées du reste des autres variables, ben, elles sont quand même, oui, extrêmes, mais peut-être pas par rapport à tout. Donc, ça reste que c'est quand même une décision de ne pas prendre à la légère de supprimer des données aberrantes. En tout cas, moi, un conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais prendre cette décision-là seule. Vous ne pouvez pas décider d'enlever des valeurs aberrantes par vous-même. Ça doit prendre une évaluation avec d'autres personnes. Et pour terminer, l'imputation. Fait que l'imputation, ça, c'est de remplacer une donnée aberrante par, par une autre donnée. Donc, l'imputation, dans le fond, ça marche comment? C'est que je peux remplacer soit des données, je peux remplacer soit des données manquantes ou des données aberrantes par autre chose. Par exemple, je peux remplacer ça par la moyenne de ma série de données, par la médiane ou encore le mode, tout simplement. Fait que ça, c'est déterministe. C'est-à-dire que chacune de mes valeurs aberrantes ou manquantes, je les remplace par la même valeur, qui est par exemple la moyenne. Je peux aussi faire ça en prédisant. Par exemple, je pourrais prédire par un modèle ou une distribution. Par exemple, la loi normale. Je pourrais prédire une valeur pour la loi normale, puis ça me permettrait d'avoir plusieurs prédictions. Fait que voilà pour cette partie sur le nettoyage de données et la détection de valeurs aberrantes.